Depuis la Révolution française, une phrase résonne comme un mantra dans l'identité politique française. La République est une et indivisible. Cette formule, inscrite dès la Constitution de 1793 et reprise à l'article 1er de la Constitution de 1958, n'est pas un simple slogan. Elle est enseignée à chaque enfant français, dès l'école primaire. Elle est le fondement même de ce qui fait que la loi française est identique, uniforme, qu'on habite à Lille, à Marseille, à Brest ou à Strasbourg. Et le 23 juin 2026, cette certitude a tremblé. L'Assemblée nationale a dit oui au processus visant à accorder un statut d'autonomie à la Corse dans la Constitution par 271 voix pour et 202 contre. Mais ce vote, aussi historique soit-il, n'est que la première marche d'un escalier institutionnel particulièrement périlleux. La suite de son parcours reste très incertaine et pourrait être percutée par l'échéance présidentielle. Et derrière cette incertitude politique se cache une question philosophique et constitutionnelle d'une profondeur vertigineuse. Si la Corse obtient ce statut d'exception, la République française peut-elle encore prétendre être une et indivisible? Ou sommes-nous en train d'assister à la naissance silencieuse d'une France à plusieurs vitesses? Ce que vous allez apprendre sur cette bataille constitutionnelle va changer votre compréhension de ce qui définit véritablement l'identité de la République française au XXIe siècle. Pour comprendre pourquoi cette réforme menace potentiellement le principe d'indivisibilité, il faut d'abord comprendre ce que ce principe signifie concrètement et pourquoi il est si central dans la tradition constitutionnelle française. Derrière un sujet souvent perçu comme territorial ou technique se jouent des questions fondamentales, l'égalité devant la loi, l'indivisibilité de la République, mais aussi les conséquences politiques, institutionnelles et sécuritaires d'un nouveau partage des pouvoirs. Le principe d'indivisibilité, hérité directement de la Révolution, signifie que la souveraineté nationale est une et ne peut être fragmentée entre différents territoires. Il signifie que la loi votée par le Parlement national s'applique uniformément sur l'ensemble du territoire, sans exception territoriale. C'est précisément ce principe qui distingue la France de pays comme l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne, qui ont organisé leur architecture institutionnelle autour de régions ou de Länder disposant de pouvoirs législatifs propres. Mais ce principe a-t-il toujours été aussi rigide dans la pratique qu'il l'est dans les discours politiques? La réalité historique est plus nuancée. Le statut Joxe de 1991, puis le statut Jospin de 2002, donnent déjà à la Corse des compétences renforcées dans certains domaines. L'éducation, l'audiovisuel, l'action culturelle et environnementale. La loi peut habiliter la collectivité territoriale de Corse à fixer des règles adaptées aux spécificités de l'île, sauf lorsqu'est en cause l'exercice d'une liberté ou d'un droit fondamental. Mais voici ce que la pratique de ces dernières décennies révèle de façon troublante. Sur les 72 demandes d'habilitation formulées ces 15 dernières années, seules 13 ont entraîné une évolution normative, la plupart n'ayant reçu aucune réponse de l'État. 13 sur 72, moins d'une demande sur 5 aboutit. C'est ce constat d'échec pratique qui constitue l'argument central des partisans de cette nouvelle réforme. Si le système d'exception ponctuelle ne fonctionne pas, alors peut-être faut-il passer à un système d'autonomie normative pérenne et constitutionnellement garanti. Le cœur juridique de cette réforme, et la raison pour laquelle elle suscite tant d'inquiétudes, réside dans la nature exacte du pouvoir qu'elle accorderait à la Corse. Outre la possibilité d'adapter les règles nationales aux spécificités de l'île, la collectivité territoriale pourrait, dans l'autre sens, émettre ses propres textes, y compris de niveau législatif, avec, in fine, un contrôle du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État. Émettre ses propres textes législatifs. Cette phrase est au cœur de toute la controverse, parce qu'elle signifie que, pour la première fois dans l'histoire de la République métropolitaine, une collectivité territoriale ne se contenterait plus d'adapter la loi nationale à la marge, mais pourrait créer ses propres règles ayant la force de la loi. Une autonomie inédite en métropole, accordée au nom des intérêts propres à la Corse, une île montagne où, comme l'a rappelé le rapporteur Florent Boudier, les réglementations s'empilent parfois sans cohérence avec les réalités du terrain. L'argument central des défenseurs de cette réforme repose sur une logique de bon sens géographique et économique. Comme l'a résumé le député Pierre Cazeneuve dans l'hémicycle, personne ne peut croire que le code de l'urbanisme devrait être identique à Rueil-Malmaison et à Ajaccio. Cette comparaison entre une banlieue parisienne et une ville côtière corse, séparées par des réalités géographiques, climatiques et économiques radicalement différentes, illustre l'argument fondamental des partisans de la réforme. L'égalité formelle devant une loi identique partout ne garantit pas toujours l'égalité réelle des conditions de vie. Mais ce raisonnement, aussi séduisant soit-il dans son pragmatisme, soulève une question constitutionnelle redoutable. Si la Corse peut justifier son autonomie normative par ses spécificités géographiques et culturelles, pourquoi d'autres territoires, aux spécificités tout aussi réelles,
ne pourrait-il pas un jour réclamer le même statut? Cette inquiétude n'est pas spéculative. Elle est exprimée concrètement par des parlementaires de tous bords lors des débats à l'Assemblée nationale. Plusieurs élus s'inquiètent de voir ce texte susciter des velléités autonomistes ailleurs en métropole, en Alsace, en Bretagne, au Pays basque ou dans les Outre-mer. Cette crainte de l'effet domino institutionnel est au cœur du débat sur l'indivisibilité de la République. Et elle ne se limite pas aux questions abstraites. François-Xavier Sécoli, député de Haute-Corse, a soulevé à plusieurs reprises le risque de pression accrue du crime organisé sur les élus locaux et leurs futures compétences législatives. Cette inquiétude révèle une dimension supplémentaire et particulièrement préoccupante de cette réforme. Si la Corse dispose demain d'un pouvoir normatif propre, qui garantit que ce pouvoir sera exercé en toute indépendance, à l'abri de toute pression criminelle, dans un territoire où ces problématiques sont historiquement documentées? Cette question sécuritaire ajoute une dimension de gravité supplémentaire au débat constitutionnel sur l'indivisibilité. La prochaine étape de ce parcours législatif se jouera au Sénat, a priori à la rentrée. Et c'est précisément là que cette réforme risque de rencontrer son obstacle le plus difficile. Selon plusieurs sources parlementaires, à quelques mois des élections sénatoriales, le président du Sénat Gérard Larcher aurait expressément demandé au gouvernement de ne pas faire démarrer le parcours législatif de la réforme par la Chambre haute. Ce détail révèle l'ampleur de la méfiance qui règne déjà au Sénat face à ce texte, avant même son examen formel. La sénatrice Lauriane Josande avait pourtant l'année précédente déposé un rapport intitulé « La Corse dans la République ». Ouvrir un nouveau chapitre. Rejeté en commission des lois, faute de soutien des centristes, des macronistes et de la gauche. Et la fracture politique sur cette question ne suit pas les lignes partisanes habituelles, elle traverse chaque camp de façon imprévisible. Le sénateur Éric Kerrouche s'est dit favorable à un nouveau statut d'autonomie de la Corse, tandis que son collègue socialiste Michael Vallet y est farouchement opposé, étant à l'origine d'une tribune cosignée par une trentaine d'élus de son parti. Cette division au sein même d'une seule formation politique illustre la nature transversale de ce débat. Ce n'est pas une question de gauche ou de droite, c'est une question de conception fondamentale de ce qu'est et de ce que doit rester la République française. Pour comprendre pourquoi cette bataille au Sénat est si incertaine, il faut se souvenir que cette Chambre, dominée par la droite et le centre, s'attend largement à un examen difficile du texte. Si les deux chambres parviennent à s'accorder sur une version commune, celle-ci devra ensuite réunir l'assentiment des 3/5 des suffrages exprimés au Congrès, réunis à Versailles. 3/5. Une majorité qualifiée extrêmement élevée, qui exige un consensus politique bien au-delà de ce que les forces favorables à cette réforme contrôlent actuellement. Ce que cette réforme constitutionnelle nous révèle finalement, au-delà de la question spécifique de la Corse, c'est que la France est confrontée à une tension philosophique fondamentale entre deux visions de ce qu'elle est et de ce qu'elle doit devenir. D'un côté, la tradition jacobine de la République une et indivisible, héritée de la Révolution, qui affirme que l'unité nationale et l'égalité devant la loi exigent une uniformité normative absolue. De l'autre, une vision plus pragmatique qui affirme que reconnaître la diversité réelle des territoires français n'affaiblit pas l'unité nationale, mais la renforce en la rendant plus juste et plus efficace. Ces deux visions ne sont pas simplement des positions politiques opposées. Elles incarnent deux conceptions différentes de ce que signifie être une nation au XXIe siècle. Et la réponse que le Sénat, puis éventuellement le Congrès, donneront à cette question dans les prochains mois ne déterminera pas seulement l'avenir institutionnel de la Corse. Elle façonnera durablement la conception même que la France a d'elle-même. Une république peut-elle rester une et indivisible tout en reconnaissant juridiquement la diversité de ses territoires? Ou ces deux principes sont-ils fondamentalement incompatibles? C'est cette question, vieille de plus de 2 siècles, que la France doit aujourd'hui trancher à nouveau, dans un contexte politique et institutionnel d'une incertitude rare. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre les véritables enjeux philosophiques et constitutionnels de cette réforme, bien au-delà des querelles politiques immédiates, partagez-la avec quelqu'un qui pense que les débats sur la Constitution sont trop abstraits pour concerner sa vie quotidienne. Parce que la définition même de ce qu'est la République française, une et indivisible, ou diverse et adaptable, façonne directement la façon dont vous êtes gouverné, où que vous habitiez sur ce territoire. Abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, nous décryptons pour vous les débats constitutionnels et institutionnels qui façonnent l'identité profonde de la République française, avec la clarté, la profondeur et la rigueur que ces sujets méritent. À très bientôt.